tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Autour des salles obscures. Alors je vais continuer avec mes chroniques de films estivales en parlant de Oppenheimer qui, autant le dire tout de suite, est pour moi le meilleur film de 2023. Mais avant ça, je tenais à vous présenter un film que j'ai découvert il y a très peu de temps. Un film de Ron Howard, un western s'appelle Les Disparus. Alors voilà, c'est un film que je n'avais jamais vu, que j'ai emprunté donc, à la médiathèque de l'anglais. Très bon western avec Tommy Lee Jones et Cate Blanchett. Val Kilmer dans le rôle du méchant, voilà, avec alors bon, rapidement le pitch, Tommy Lee Jones joue le rôle d'un homme qui a voulu vivre comme les Indiens, qui a abandonné sa famille, et qui va retrouver sa fille, évidemment, qui lui en veut énormément de l'avoir abandonnée, et ensemble ils vont partir à la recherche de la petite fille, donc de sa petite fille à lui, donc la fille de sa fille, qui a été enlevée par des Indiens, alors, qui sont représentés de manière assez brutale, hein, c'est assez rare. Voilà. En tout cas, bon, c'est un bon western, c'est un bon film de Ron Howard. Bon, j'aime bien Ron Howard, je trouve qu'il fait des films variés dans tous les genres, et là, je trouve qu'il a bien réussi son coup. Voilà, je ne le connaissais pas, je l'ai loué, et je pense que voilà, c'est un film que je vais essayer de trouver en Blu-ray ou en DVD rapidement. Alors, donc, je dis, on va parler aujourd'hui de Oppenheimer. Alors, Oppenheimer, c'est pour moi le meilleur film de l'année. Pourquoi ? C'est une claque visuelle et sonore sans précédent. Il y a un scénario qui est absolument démentiel, un biopic de très haute qualité, qui ne se refuse justement à utiliser les ficelles classiques des biographies au cinéma. Un énorme succès public, on n'est pas loin du milliard, on est à 940 millions. C'est pas mal pour un film que peu de gens voyaient aussi haut. Voilà. Mais avant de parler d'Oppenheimer, j'ai un petit peu fait un rappel carrière de Nolan. Alors Nolan, il commence dans un premier temps par des thrillers ambitieux. Hein. Alors son premier film Following, dont je ne l'ai pas vu, donc je vais pas en parler. Et dès l'an 2000, il sort Memento, avec alors un film absolument culte, avec Carrie Ann Moss et Guy Pearce, un thriller où le personnage est atteint d'amnésie chronique, est obligé de se tatouer des choses sur le corps pour se rappeler. Le film est monté entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par la fin, on finit par le début. Voilà, un très bel exercice donc scénaristique, servi par de très grands acteurs. Bon, c'est un film que j'ai pas vu depuis un bon bout de temps, il faudrait que je le revoie, mais très honnêtement, quand j'ai vu au cinéma et quand je l'ai vu en DVD, ça m'avait franchement estomaqué. Ensuite, il va continuer avec Insomnia. Alors Insomnia, c'est le remake d'un film scandinave avec Al Pacino et Robin Williams, et également Hilary Swank, qui avait joué donc, pour Clint Eastwood notamment. Très bon remake, avec donc deux personnages qui s'affrontent aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc voilà, on a Al Pacino qui est formidable en flic, totalement perdu en Alaska dans un moment où la nuit ne tombe jamais, et justement le manque de sommeil va l'amener à commettre l'irréparable. Et Robin Williams dans un rôle tragique, vraiment excellent. C'est là qu'on se rend compte du talent de cet homme qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, qui était aussi à l'aise dans le comique que dans le tragique. Très bon film, franchement, une superbe mise en scène. Donc en 2005, Christopher Nolan va être choisi par la Warner pour faire le reboot de Batman avec Batman Begins. Alors pourquoi reboot ? Bon, les plus courageux d'entre vous se rappellent que les deux derniers Batman de Joel Schumacher, donc Batman Forever et Batman and Robin, n'avaient pas laissé un souvenir impérissable au niveau, on va dire, film grandiose. Voilà, bon, moi, c'est des films que j'aime bien, je trouve assez rigolo, mais c'est vrai que comparé aux deux de Tim Burton, on peut pas vraiment dire qu'ils tiennent la route. Et Nolan, lui, s'empare de Batman, mais à sa façon. C'est-à-dire qu'il veut créer un personnage, on va dire, réaliste, entre guillemets. Il estime que Bruce Wayne est un personnage qui pourrait exister dans notre réalité, que les gadgets qu'utilise Batman pourraient exister, que la Batman pourrait exister, et ainsi de suite. Donc il essaye d'ancrer, et il y arrive quasiment tout le temps, son Batman Begins dans la réalité. Bon, pour ça, il est aidé par un excellent Christian Bale, aussi à l'aise en Batman qu'en Bruce Wayne, et puis il est également aidé par un Liam Neeson absolument formidable, Ra's al Ghul. Dans ce film, Nolan se sert d'une trame narrative éclatée. On a des flashbacks, on a des personnages qui vont changer de camp entre guillemets de l'un à l'autre, on a des twists qui ne trouveront leur dénouement que plus tard. Voilà. Donc en fait tout le cinéma de Nolan tel qu'on le connaît, qui était déjà en gestation dans Memento et Insomnia, se trouve dans Batman Begins. Ensuite, Batman, il va continuer donc avec
The Dark Knight, donc le Dark Knight, donc là aussi, il va s'entourer d'un formidable Joker, interprété donc par Heath Ledger qui obtiendra d'ailleurs l'Oscar à titre posthume. À l'époque, mine de rien, The Dark Knight, c'est le plus gros succès en tant que film de super-héros. Il redonne complètement ses lettres de noblesse à Batman. Batman Begins, c'est déjà un très très bon film de départ. Et là, vraiment, la partie centrale est absolument formidable. Ça se termine sur un cliffhanger monstrueux. Et surtout, il parvient à redonner une vraie aura à double face qui était franchement pas extraordinaire dans Batman Forever, interprété par Tommy Lee Jones. Là, bien au contraire, on a vraiment on retrouve en fait les méchants que l'on adore dans les Batman de Frank Miller et ainsi de suite. C'est une vision très très sombre de Gotham. Et donc Christopher Nolan va donc terminer par The Dark Knight Rises. Là aussi, moi je trouve que c'est une superbe conclusion. Je sais que beaucoup de gens ont critiqué le film en disant qu'il était moins bien que le premier. Et puis à la mort de Marion Cotillard, oui c'est vrai, on peut se demander pourquoi Christopher Nolan a laissé passer cette mort. Mais en tout cas, la fin de cette trilogie est absolument fantastique. Et ce que je trouvais extraordinaire à l'époque, et même quand je l'ai revu il n'y a pas longtemps, je me suis retapé les 3 Batman il n'y a pas longtemps, c'est l'introduction de Robin. En fait, ce qui est bien, c'est que Christopher Nolan avait même donné à la Warner une opportunité de continuer cette saga avec, entre guillemets, un tout nouveau personnage. Bon, la Warner a décidé de faire autrement, comme souvent avec ses super-héros, elle gâche un peu le potentiel qu'elle a entre les mains, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, entre chaque Batman, Christopher Nolan s'offre une petite récréation. La première, c'est The Prestige. Prestige, là aussi, un film sur l'illusion, sur la magie, donc quelque part sur la magie du cinéma. Pareil, servi par un excellent duo d'acteurs. Donc il retrouve Christian Bale et également Hugh Jackman, 2 magiciens qui s'affrontent pendant des années, avec là aussi un twist final qui donne tout de suite envie de revoir le film en disant mince, qu'est-ce que j'ai pu louper pour ne pas m'en être rendu compte. Et alors le film n'est pas très bien marché à l'époque, il avait à peine fait une soixantaine de millions de dollars de recettes, un peu plus dans le monde entier. Pourtant, c'est un vrai chef-d'œuvre, c'est un vrai film à redécouvrir, et d'autant plus que un des seconds rôles est interprété par David Bowie. Alors David Bowie, voilà le chanteur star des années 70, 80, 90, enfin jusqu'aux années 2000, 2010, mais qui fait également un très très grand acteur. Ceux qui l'ont vu dans L'Homme qui venait d'ailleurs ou dans Furio, s'en rappellent. Et puis, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, si je veux dire, de Batman, là, Christopher Nolan va carrément sortir un de ses chefs-d'œuvre, donc Inception, voilà, que je possède dans ce beau coffret à l'époque, du temps où on faisait des vrais coffrets collector, voilà. Donc Christopher Nolan nous sort un film de science-fiction absolument fabuleux, avec des réalités qui s'emboîtent telles des poupées gigognes, une fin qui fait encore parler d'elle des années après, une performance de Leonardo DiCaprio. Alors, je ne comprends même pas pourquoi il n'a pas eu l'Oscar à ce moment-là. Là, une Marion Cotillard par contre qui est excellente vraiment dans le film, qui est très touchante. Bref, un film sublime que là aussi il faut avoir vu plusieurs fois pour bien en voir tous les tenants et aboutissants. Une fois donc Batman terminé, Nolan va se plonger dans la science-fiction dite réaliste avec Interstellar, un film sublime, mais dont le vrai thème en fait est la paternité. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut abandonner sa famille pour partir à l'autre bout de l'univers, mais finalement la retrouver à la toute fin. Enfin, voilà, un superbe film. Pour moi, c'est le meilleur film de science-fiction réaliste depuis Contact de Robert Zemeckis en 97. Là aussi, c'est un film qui, je pense, peut être découvert. C'est un très 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 beau film. Ensuite, il va s'embarquer pour la première fois dans la Seconde Guerre mondiale avec Dunkerque. Alors là aussi, scénario très éclaté, des trames temporelles qui durent plusieurs heures ou plusieurs jours, mais qui s'entremêlent les unes avec les autres. Donc il retrouve comme s'appelle, son méchant de The Dark Knight, à savoir Tom Hardy, qui là joue le rôle d'un aviateur. Mais voilà, très 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 beau film qui évoque l'évacuation très complexe des troupes anglaises à Dunkerque devant l'avancée des forces de l'Axe, des forces nazies. Et puis donc en 2020, alors que l'industrie du cinéma est en péril à cause du Covid, que les salles sont fermées depuis des mois, Nolan refuse de sacrifier son ambitieux Tenet sur l'hôte de la VOD. Il exige que le film sorte en salle, ce qui occasionnera un clash avec la Warner, qu'il soutenait depuis ses débuts. Tous les films que je vous ai présentés ont été produits par la Warner. Il a travaillé quasiment pendant plus de 20 ans avec eux.
Voilà. Malgré un score un peu décevant aux USA, le film fonctionnera très bien dans le monde entier. Il dépassera les 300 millions de dollars de recettes. Hein. Malgré là encore un scénario extrêmement exigeant, hein, très complexe pour le spectateur, mais blindé de séances d'anthologie, hein, avec ses retours dans le temps. Enfin, il y a un énorme travail là aussi sur le montage, sur la façon dont c'est filmé. D'ailleurs, le making-of de Tenet montre bien justement tous les trucs, entre guillemets, que le réalisateur a voulu faire. Parce que, justement, Christopher Nolan, c'est un réalisateur à l'ancienne. Il refuse de sombrer dans le tout numérique. Il y a énormément de maquettes dans ces films. Il y a beaucoup de décors naturels. Il y a beaucoup de choses qui se passent devant la caméra. Voilà, bon, dans Tenet, on a quand même un 747 qui va percuter de plein fouet un hangar. Bon, dans les années 80, 90, on aurait filmé ça avec des maquettes. Dans les années 2010, on aurait fait ça en images de synthèse. Non, eh bien, Nolan, lui, préfère faire ça en vrai. Il trouve que ça a plus de cachet, ça a plus de réalité dans une caméra. Et comme il filme en IMAX, hein, depuis The Dark Knight Rise, hein, dans quelques séquences, puis au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'images tournées en IMAX, eh bien, il lui faut vraiment la réalité la plus vraie possible. Voilà. Et c'est d'ailleurs suite à cette collaboration donc avec Robert Pattinson, qui joue l'un des rôles clés de Tenet, que va naître son nouveau projet. En effet, l'acteur lui offre un livre qui date de 2005, qui raconte donc l'histoire d'Oppenheimer, hein, donc Oppenheimer qu'on caractérise comme le père de la bombe atomique. Et bien là, il tient donc son nouveau film. Donc 3 ans plus tard, il revient donc avec un biopic de 3h15, hein, partiellement noir et blanc, et qui raconte de manière non linéaire, là aussi, le destin hors du commun du père de la bombe atomique. Alors, je dis donc 3 trames temporelles qui s'entremêlent dans ce film. Ça, c'est... voilà, il n'a pas voulu faire un biopic classique avec, on a généralement, comme dans Bohemian Rhapsody, l'apogée du personnage, et ensuite un long flashback qui va nous amener à la scène qu'on a vue au début du film. Non, là, il va entremêler donc 3 trames temporelles. Donc une première qui commence à la jeunesse, les études en Angleterre, donc d'Oppenheimer, et qui suit ses années d'enseignement, la construction de la bombe, l'avancée vers la bombe, et la consécration en 1963, lorsqu'il reçoit le prix Enrico Fermi des mains du président Johnson. Ça, c'est la première trame. La deuxième trame, c'est l'interrogation d'Oppenheimer par la commission, une commission sénatoriale, suite à des soupçons du FBI, parce qu'il avait des sympathies communistes d'avant-guerre, hein, et ça se passe en 1954, et il est trahi dans cette trame par un de ses anciens collaborateurs, donc Teller, d'ailleurs à qui il va serrer la main en grande dame de son épouse, qui elle ne laisse rien passer. Et puis, dernière trame qui se passe en 1959, on a l'entretien de Levi Strauss, du colonel Strauss au Sénat. Donc c'est cette trame qui est filmée en noir et blanc, qui, eh bien, parce qu'il brigue un poste de secrétaire d'État aux États-Unis, un ministre secrétaire d'État est souvent examiné à l'aune par le Sénat, hein, pour être sûr qu'il fera bien l'affaire. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas 3 trames comme ça s'appelle linéaires, c'est qu'on passe de l'une à l'autre. Il y a certaines questions qui sont répondues plus tard quand on change d'époque. On a même des scènes qui annoncent ce qui se passera plus tard sans qu'on sache pourquoi ou les situer. Hein, par exemple, moi je pense à cette scène où on entend des bruits, voilà, des gens qui frappent une estrade, et en fait c'est le moment, enfin dire le triomphe, si j'ose dire, de Oppenheimer, hein, qui explique voilà, que le bombardement d'Hiroshima a été une réussite. Voilà. Bref, c'est un prodige de montage, hein, et l'obligation, comme souvent avec les films de Christopher Nolan, de revoir le film, hein, en ayant tous ces flashbacks, ces flash-forward en tête. Et c'est vrai qu'on ne peut pas trop se permettre de cligner de l'œil, hein, entre guillemets. Donc il n'y a pas de suspense dans ce film, évidemment, on sait bien qu'il va réussir à faire sauter la bombe, on sait bien qu'il sera blanchi des accusations, pas tout de suite, mais plus tard. Hein. Le seul petit point de suspense, c'est un dialogue entre Einstein et Oppenheimer. Hein. On ne le saura qu'à la fin, on saura à la fin vraiment ce que se sont dit les deux personnages. Et pourtant, c'est un point très très important, notamment pour la trame de 54 et la trame de 59. Il n'y a pas de point de vue japonais non plus. Hein. Christopher Nolan n'a pas voulu faire du voyeurisme. Hein. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la bombe exploser, on ne voit pas Hiroshima rasée, on ne voit pas des gens irradiés. Mais toute l'horreur du bombardement atomique est quand même montrée au moment où Oppenheimer fait son discours. Il fait un discours vraiment très emphatique, très patriotique, très exalté, avec les gens qui lui applaudissent et ainsi de suite. Et en même temps, il imagine ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire des gens qui sont brûlés, des destructions massives et ainsi de suite. Et d'un point de vue moral, c'est vrai que le film n'interroge pas sur fallait-il construire la bombe ou pas, hein.
Mais ça, on le voit avec l'évolution d'Oppenheimer après la destruction d'Hiroshima et Nagasaki. Et ça, eh bien, le film montre bien la façon dont Oppenheimer se rend compte qu'il a libéré une boîte de Pandore, qu'il a libéré quelque chose qui finalement pourrait détruire l'humanité. Mais d'un autre côté, il n'oublie pas, il ne faut pas oublier que Oppenheimer était juif, qu'il a vu comment son peuple a souffert, a été massacré, exterminé en Europe, et il le dit même dans son discours. Ah, si on avait eu la bombe avant, eh bien le Troisième Reich n'aurait pas pu aller aussi loin qu'il l'espérait. Voilà. Mais il y a quand même cette opposition entre les gens qui applaudissent son discours et les effets monstrueux de la bombe qu'il l'imagine. Donc après, effectivement, l'exposition de la destruction de Nagasaki et de Hiroshima, donc je le redis, Oppenheimer se rend compte de ce qu'il a ouvert, effectivement, il a ouvert une nouvelle voie pour l'humanité. Il a repris donc Albert Einstein, il les a poussés à leur paroxysme. Le développement de l'atome, c'est également le développement de l'électricité atomique en quelque sorte, de plein de choses qui sont bénéfiques pour l'humanité, mais comme n'importe quel outil, si on l'utilise mal, ça peut être catastrophique. Et il sait qu'il a ouvert une boîte de Pandore. Et il ressent du coup une réelle culpabilité. Et c'est peut-être pour ça que lorsqu'il passe devant la commission en 54, qu'il accuse donc de sympathie communiste, finalement il ne cherche pas à se défendre. On a un peu l'impression, d'ailleurs son épouse, donc Emily Blunt, formidable à l'écran, le dit, mais qu'est-ce que tu lui demande, mais qu'est-ce que tu cherches à te punir? Enfin, c'est vraiment, pour moi, le clé de ce film, c'est ça, c'est pas la construction de l'amant, c'est vraiment pénétrer à l'intérieur d'un personnage, de la pensée d'un personnage, hein, et de voir que finalement, ce qu'il a tendu toute sa vie pour se rendre compte que peut-être qu'il a fait le mauvais choix. Alors on avait déjà un petit peu aperçu de cette culpabilité avec une scène, un flashback, une scène, un caractère, disons, érotique, hein, où il doit lire en sanskrit « Je suis le destructeur du monde » à sa maîtresse, voilà. Et son caractère va changer, ses anciennes sympathies viennent le remettre en accusation, il va se brouiller avec des membres de son équipe, il va aller encore plus loin, notamment dans la mise au point d'une bombe à l'hydrogène. On peut dire qu'en fait le film aborde dans cette quatrième partie, hein, cette dernière partie de la trame temporelle, eh bien, les retombées de l'invention d'Oppenheimer. Alors, le film a une musique absolument extraordinaire, hein, ça c'est Ludwig Göransson, celui qui avait fait le Tenet, hein, qui l'a mis en place. Alors parfois, alors, même les dialogues, mais là aussi c'est intentionnel, notamment lors d'une table ronde de Strauss et d'autres protagonistes. Et en fait, de Strauss, c'est celui qui passe devant la commission du Sénat en 59. Et la teneur ne sera révélée que beaucoup plus tard, les paroles qui ont été dites. Voilà. Alors bon, on peut rire également des critiques négatives, hein, j'en ai lu quelques-unes, moi, le Masque et la Plume, le Figaro, le Libération. Alors on critique le sérieux de la mise en scène, le fait que le récit soit trop morcelé, le fait qu'il n'y ait pas d'humour. Mais franchement, je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment mettre de l'humour dans un film qui raconte la mise en place de la bombe atomique? Est-ce qu'on pouvait... Il n'y avait pas d'humour dans Interstellar, on a quand même un personnage qui va à l'autre bout de l'univers, qui abandonne sa famille, qui sacrifie sa famille. Enfin, c'est totalement ridicule. Une mise en scène balourde aussi, j'ai pu dire, alors que la mise en scène est extrêmement légère, elle est spectaculaire, mais elle n'est pas voyeuriste du tout. Enfin, voilà. En fait... j'ai l'impression que dès qu'un film ne suit pas les rails de manière trop évidente, hein, eh bien, on va lui taper dessus. Il y a ceux qui voient du Disney partout, ce sont les mêmes qui critiquent justement ce pari de Christopher Nolan de ne pas suivre les règles d'un biopic classique. Hein. Nolan veut faire un vrai film de cinéma. Et d'ailleurs, c'est un film qu'il faut voir au cinéma, qu'il faut revoir au cinéma. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être ça qu'on approche au film, c'est que finalement Christopher Nolan ne prend pas, au niveau de la moralité, ne prend pas parti de manière franche sur le fait de fallait-il lancer la bombe ou pas. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus, je vous dis, le point de vue japonais. Et d'ailleurs, au Japon, il faut savoir qu'il y a une censure encore importante, hein, de cet événement. Les rescapés d'Hiroshima et Nagasaki ont été mis au banc de la société pendant des années et des années. Le Japon a un peu de mal avec son histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses qui sont encore tabous là-haut. Mais Christopher Nolan, voilà, lui, c'est vraiment axé sur un personnage important de notre siècle, sans doute l'un des personnages les plus importants de notre siècle, avec Einstein. Alors, évidemment, qui dit biopic, dit casting d'anthologie. Hein, voilà. Donc là, alors il y a Cillian Murphy, hein, qui est sa 6e collaboration avec Christopher Nolan. Hein, c'est la première fois qu'il joue en tête d'affiche. On l'a vu dans Batman, on l'a vu dans Inception, on l'a vu également dans Dunkerque. Hein, je vois pas comment l'Oscar pour lui échapper. Alors on me dit oui, mais peut-être que Leonardo DiCaprio, dans Daniel Scorsese. Bon, après, Caprio, il a déjà eu l'Oscar, donc on ne sait pas que c'est quelqu'un d'autre.
Voilà, et puis un casting all-star, hein, donc Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr., voilà, formidable. On a peine à reconnaître le fanfaron d'Iron Man, mais c'est extraordinaire. Mais ceux qui ont vu des films comme Chaplin, par exemple, savent que là aussi, Robert Downey Jr. était un acteur excellent. Il y a Gary Goldman qui joue le rôle du Paul Truman, Florence Pugh. Alors, pareil, on a dit oui, mais son rôle est un petit peu dommage. Ensuite, bon, Rami Malek, finalement, qui aura joué dans les 2 biopics les plus hauts du BO de l'histoire. Hein, Kenneth Branagh, Matthew Modine, enfin voilà. Donc un casting donc, extraordinaire, hein, mis au service du film, mis vraiment au service du film. Voilà, donc comme je l'ai dit, donc un film, pour moi c'est le meilleur film de 2023, hein, un film formidable, qu'il faut impérativement voir sur grand écran. Si vous ne l'avez pas encore vu, bon, il est peut-être encore en salle près de chez vous, voyez-le. Moi j'ai hâte de le revoir en vidéo parce qu'il y a certaines clés, certains passages que j'ai envie de mieux comprendre. Hein, et puis très honnêtement, des films de cette qualité, il n'y en a pas tant que ça tous les ans, on se plaint tout le temps que, je vous dis, on a toujours les mêmes recettes, les mêmes ressucés, les mêmes des reboots, des séquelles, des adaptations de comics et compagnie. Là, on a un vrai film original avec un scénario formidable, mis en scène de main de maître par un réalisateur qui, à mon sens, est un des plus importants de notre époque. Franchement, autant ne pas vous donner notre plaisir. Et je comprends tout à fait que ce film soit le 3e plus gros succès de cette année. J'espère qu'il va atteindre le milliard. Et j'espère surtout que les studios en tireront les bonnes leçons. C'est-à-dire que si on veut attirer les gens au cinéma, on peut aussi leur proposer des films intelligents, des films où on va se poser beaucoup de questions en sortant, mais tout en restant des films spectaculaires. Allez, salut!